pense que la première des conditions, c'est le respect des uns et des autres. Mais respect au sens large, c'est-à-dire que le corps médical, on doit le respecter aussi pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, mais on doit être aussi respecté en tant que parent. Et respecter, ça veut dire écouter, mais sans jugement, sans culpabilisation des parents. Parce que je trouve que c'est trop facile de leur mettre la responsabilité de ce qui se passe chez un enfant. La situation est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, je pense que bon nombre de parents autistes en ont souffert, en souffrent encore. Parfois même, c'est insidieux, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des signes qui nous disent « Ah bah tiens, là, on a essayé de me culpabiliser, on a essayé de... Ah oui, là, c'est peut-être la faute des parents. » Un jour, Aurélien a jeté un jouet par terre. L'éducatrice a saisi Aurélien, l'a soulevé de terre, et elle lui a dit « Non, Aurélien, tu ne dois pas jeter les objets comme ça par terre, sinon tu vas penser que toi aussi on peut te jeter par terre. » Il s'est mis évidemment à hurler, s'est demandé ce qui lui arrivait. Moi, j'ai été complètement liquéfiée en une fraction de seconde. Et quand elle l'a reposé par terre, je lui ai dit mais pourquoi vous avez fait ça? Ça sert à quoi? Elle m'a dit c'était pour voir comment vous alliez réagir. Sans commentaire. J'aurais souhaité un peu plus d'explications sur la pathologie, enfin, je sais pas si on peut dire ça, sur le trouble de Rémi, quoi. Enfin, surtout, je veux dire, c'est comme si demain on vous disait vous avez un cancer et puis rentrez chez vous, quoi. Enfin, et on nous envoie voir une autre dame qui, elle, va aussi aller voir Rémi, qui va nous appeler, on va avoir un rendez-vous. Et après une heure d'observation, de questions, de questionnement, qui nous dit de but en blanc à la fin de la séance, voilà, votre fils a des traits autistiques. Point. Merci. Au revoir. Et on part avec ça. On peut pas laisser une personne partir comme ça et dire ça y est, c'est fini, quoi. Débrouillez-vous maintenant. Je vous ai dit ce que c'était, maintenant à vous de... Non, il faut derrière... il faut quelqu'un derrière pour pas laisser les gens dans la détresse comme ça, quoi. Ah, je pense on est livré à nous-mêmes. De toute façon, on a partiellement des aides de l'État. Si on se réfère uniquement au conseil des professionnels qui sont subjectifs, finalement, puisqu'il y a une rivalité dans les prises en charge, finalement, on est un peu livré à nous-mêmes livré à nous-mêmes et livré à la sacro-sainte parole du pédopsychiatre ou du moins de celui qui s'occupe de notre enfant. Non, je pense qu'on est livré à nous-mêmes et que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. Alors, le meilleur souvenir, c'est bien évidemment le CESAD, la prise en charge du CESAD, le travail d'équipe autour d'Aurélien. Une belle rencontre aussi avec son auxiliaire de vie scolaire, qu'on a réussi à garder donc là depuis quelques années, qui s'est bien habitué à lui, qui connaît exactement ce dont il est capable, jusqu'où il peut aller dans ses possibilités. Et c'est tout un travail d'équipe qui s'est mis en place autour de lui, entre les gens du CESAD, l'éducatrice, la psychologue, l'orthophoniste, l'auxiliaire de vie scolaire et nous, les parents. Et on est en relation quotidienne les uns les autres sur ce qui se passe. On est vigilants, on s'alerte les uns les autres sur certaines choses, on se donne des petits indices sur ce qui peut, j'allais dire, aller moins bien, ce qui va mieux, etc. Et donc autour d'un projet qui est défini avec le CESAD, le projet, le PEI. Donc autour du PEI, toute une équipe travaille ensemble autour de lui. Et ça, c'est vraiment génial. Certains éducateurs, on va dire, qui ont pris, je sais pas, si peut-être aussi ma relation avec eux, leur fait sans les agresser, de leur poser des questions, qui ont pris Rémi vraiment sous leur aile, et qui l'ont fait avancer tant qu'ils ont pu, quoi. Je pense que les éducateurs, certains éducateurs, ils m'ont aidé psychologiquement aussi, moi, enfin à comprendre et à aider Rémi, quoi. À aider Rémi dans des démarches que j'aurais pas pensé ou que j'aurais pas eu l'idée pour le bien-être de Rémi, quoi. Par exemple, la chose qui nous a fait
c'est quand Rémi est devenu propre. Grâce à un éducateur, au travail avec l'éducateur du CESAD, et là aussi ça a été, il avait, je sais pas, 8 ans, ouf, enfin là ça a été aussi, ça c'est un super point positif. On a cru que c'est bon, on n'y arriverait pas, quoi. Le plus positif, la rapidité d'exécution du certificat MDPH. Madame nous l'a fait extrêmement rapidement. D'ailleurs, première rencontre qu'on a eue, elle nous l'a fait. Elle a mis trouble envahissant du développement. Alors que finalement, il avait que 2 ans et 4 mois, je crois, quand on l'a vu, 4-5 mois. Et finalement, elle a mis le mot trouble l'envahissement du développement. On lui avait dit qu'on voulait, nous, le CSA d'optimisme sur 3, elle nous l'a écrit. Elle a vraiment fait tout très rapidement. Et elle a su être à notre écoute. Et en tout cas, elle a su accepter ce qu'on pensait, nous, et notre vision de la prise en charge d'un enfant autiste. Ouais. Ce que j'attends de la famille, ce serait déjà de plus nous percevoir en tant qu'experts, de renverser un petit peu ce rapport-là. C'est vrai que très fréquemment, quand on accueille un nouveau jeune, une nouvelle famille, on entend beaucoup d'attentes de la part de la famille, une attente de relais, une attente de solution un peu miracle. Et en réalité, on n'a pas de solution, on n'a pas de recettes toutes faites. Les recettes, on va justement les construire ensemble, les trouver ensemble. Et parfois, c'est un petit peu difficile dans un premier temps pour les familles d'entendre qu'on va les solliciter beaucoup, qu'elles vont être les principaux acteurs. Et on met un petit peu de temps. Donc je dirais vraiment, déjà la première étape, le critère essentiel, c'est on a chacun notre niveau d'expertise, alors pas le même. Nous, on va être des experts de la technique, peut-être des outils, et les parents vont être experts de leur enfant et ont déjà mis tout un tas de choses en place. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir toute cette histoire, pas pour en écrire une nouvelle, mais vraiment pour partir de ce qui existe et de poursuivre le chemin ensemble. Je pense que vraiment, si la solution, elle provient des professionnels, on peut avoir plein de bonnes idées, on peut se dire, tiens, pour tel objectif, on pourrait peut-être faire comme ça a marché pour tel ou tel autre enfant, mais en réalité, on remarque souvent que ça tombe à l'eau, que ça ne fonctionne pas. Or, si on est vraiment dans un dialogue avec la famille et qu'on fait vraiment l'état des lieux, qu'on se rend compte de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, on se rend compte que finalement la famille a énormément de ressources, qu'elle n'ose pas forcément les exploiter, qu'elle a peur de se tromper, et souvent les professionnels ils sont juste là peut-être pour redonner confiance ou pour donner un petit élan ou un petit coup de pouce. Mais effectivement, je pense que la solution, elle vient des familles. Alors, j'ai un exemple assez récent et qui est plutôt parlant. Donc d'une famille avec un jeune adolescent avec autisme de 13 ans qui éprouve depuis sa toute petite enfance de grandes difficultés d'endormissement. Et c'est un problème qui nous avait été exposé depuis le début. Et on n'avait pas forcément de solution à apporter dans la mesure où pour ces moments-là un petit peu du quotidien, que ce soit le coucher, la toilette, le CESAD peut difficilement être présent. Donc à moins d'apporter quelques petites pistes, quelques petites idées, c'est vrai qu'on était un petit peu démunis. Donc l'idée nous est venue de construire un petit projet de séjour de vacances où en fait professionnels et familles partaient ensemble pour travailler des objectifs vraiment du quotidien. Donc justement pour ce jeune, on est parti avec l'idée effectivement de travailler autour de cette problématique du sommeil, de l'endormissement. Il était bien question, donc justement on est parti professionnels et parents, mais que ce soit bien les parents qui soient acteurs, parce que au retour au domicile, les professionnels n'allaient plus être présents. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé et on a eu la chance d'observer de très bons résultats et notamment même autour de la généralisation puisque au retour de ce petit séjour, le jeune a maintenu les compétences qu'il avait développées au cours du séjour. Donc là, on voit bien à quel point c'est
c'est important d'échanger, d'entendre les difficultés qui peuvent être évoquées par les familles, de les prendre en considération, de ne pas les atténuer, de les prendre telles quelles et d'essayer de trouver ensemble des solutions en partant de leur expérience. J'attends que les parents aient bien pris conscience du problème de leur enfant et qu'ils arrivent à travailler et à faire confiance aux différents professionnels. Parce que l'enfant ne peut évoluer que s'il y a une cohérence dans la prise en charge. Donc les parents doivent aussi, par moments, reprendre et avoir confiance dans les personnes pour pouvoir reprendre le travail. Mais bien sûr, inversement, on tient compte évidemment des désirs des parents. Mon meilleur souvenir, c'est la prise en charge d'un adulte autiste avec lequel j'ai travaillé, que j'ai reçu alors qu'il avait 22 ans. C'est vrai que je me posais un peu de questions parce que je ne savais pas au juste ce que j'allais pouvoir faire avec cet adulte de 22 ans. Il s'est avéré qu'il avait de grosses difficultés à différents niveaux et entre autres une énorme difficulté de communication et que tous les établissements dans lesquels il avait été, puisque les parents ont beaucoup déménagé, n'avaient pas donné de mode de communication, ni par image, ni pictographique. Et donc il arrivait vraiment sans beaucoup de choses. Et le travail qu'on a fait avec la maman, avec la famille, a permis de le faire évoluer, de le faire parler par moments et de le faire évoluer vraiment à différents niveaux, comme l'autonomie au niveau de l'habillage, ou c'est des conseils aussi qu'on peut donner. Et je me suis aperçue que même à 22 ans, même adulte, on continuait de faire beaucoup de progrès si on était sollicité. Il y a 2 périodes dans notre vie. Il y a eu la période où on était professionnels tous les deux, où on a été formés à l'école, où on nous a appris beaucoup de choses, je pense exactes, mais aussi beaucoup de choses vraiment erronées. On a une formation très psychanalytique, malheureusement, encore à l'IFSI. Voilà, moi je sors de 2008, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On nous apprend que l'autisme, il y a troubles relationnels, que ça soit au niveau avec la mère, enfin voilà, toutes les bêtises qu'on peut lire partout. Enfin, pour moi, des bêtises, honnêtement. Voilà, donc il y a eu cet avant, vraiment, où on s'était fait toute une image de l'autisme, les rencontres qu'on a fait aussi par nos stages, où on a rencontré forcément des adultes autistes. J'avais jamais rencontré d'enfants autistes, mais au moins des adultes autistes, etc. Et il y a eu l'après, après où on s'est posé des questions par rapport à Liam, qu'on a fait des recherches, on a beaucoup lu, on s'est beaucoup renseigné, on a échangé avec d'autres familles, avec des professionnels qui ont été formés à aux dernières recherches médicales, etc. On a été à des congrès, on a vu beaucoup de choses. Et là, on s'est rendu compte que finalement, ce qu'on avait appris, c'était pas vraiment la réalité, que c'était pas vraiment ça, qu'il y avait d'autres choses qui existaient à côté. Et finalement, ça nous a culpabilisés. Enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup culpabilisée parce que je me suis dit, aujourd'hui, je suis maman d'un enfant autiste. Je me rends compte que ce que j'ai appris en tant que professionnelle et ce que j'apprends maintenant en tant que parent et en me renseignant, c'est vraiment de mondes différents. Et c'est culpabilisant parce que je me dis que si c'était pas moi qui avais eu un enfant autiste, demain, ça aurait pu être ma sœur ou quelqu'un de mon entourage où j'aurais ressorti peut-être les mêmes bêtises, entre guillemets, qu'on nous a appris à l'école. On a rencontré un psychomotricien, c'est le premier professionnel qu'on a rencontré. Donc vraiment, on attendait beaucoup de ce rendez-vous parce que on voulait voir si on s'était pas trompé, ce que lui en pensait, etc. Donc après nous avoir posé des questions, il a évalué Liam pendant une demi-heure. Et à son retour, donc, il nous a dit que on n'avait pas à s'inquiéter, que Liam n'était pas autiste, mais qu'il avait une dysharmonie psychotique.
Je pense que le professionnel, c'est un peu ça en fait finalement. Il nous a sorti sa dysharmonie psychotique parce qu'on lui a appris ça à l'école, que lui il n'a pas l'expérience d'avoir quelqu'un dans sa famille qui est vraiment touché par l'autisme et qu'il n'a pas été chercher plus loin que ça. Il faut absolument que les professionnels de santé aujourd'hui soient formés et informés sur l'autisme. Je pense qu'ils sont trop peu formés, de par la formation initiale qu'on reçoit à l'école, et puis voilà, chacun après... part dans des domaines divers et ne rencontre pas forcément d'enfants autistes ou de parents qui ont des enfants autistes ou des adultes autistes ou des ados autistes, etc. Je pense à ça parce que moi je suis infirmière et au quotidien je côtoie des infirmiers, je côtoie plein d'autres professionnels et quand je dis que mon fils est autiste, c'est un peu comme si j'avais annoncé que mon fils avait un cancer en phase terminale, quoi. Généralement la réponse est oh, il est autiste, mais c'est horrible, enfin voilà. Donc oui, c'est pas toujours facile, mais un enfant autiste, ça va. Enfin, il a une vie tout à fait normale. De la part de professionnels de santé, il y a trop peu de gens qui savent réellement ce qu'est l'autisme. La chose primordiale actuellement, c'est de les former. Les former, voilà, les premiers signes, qu'est-ce qui peut, faire penser à de l'autisme, etc. Et surtout, vers qui diriger les parents.